Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à la tribune du Parlement populaire, nous recevons pour vous Monsieur Cédric Tombola Mouquet. Monsieur Tombola, vous êtes économiste de formation, également détenteur d'un MBA en finance de la Frankfurt School of Finance and Management, actuellement chercheur à l'école doctorale de l'Université protestante au Congo, université où vous avez par ailleurs enseigné entre 2011 et 2014. Vous êtes auteur de nombreux papiers et travaux dans le domaine de l'économie publiés majoritairement sous le label du LAREC, centre de recherche dont vous êtes l'un des cofondateurs. Vous avez été conseiller macroéconomique, consultant et avez participé à la rédaction de nombreux rapports et documents de politique dont notamment le Plan national stratégique de développement PNST. Vous êtes décrit comme un maniaque du travail, amoureux des idées, des livres et de la physique théorique. Albert Einstein et Richard Feynman sont vos scientifiques préférés, c'est bien cela. Et pour finir, vous êtes DG de la CNSAP, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui est d'ailleurs la première institution publique en RDC certifiée ISO 9001 pour son système de management de la qualité. Monsieur Tombola, bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, promettez-nous de faire un usage large mais responsable de votre liberté d'expression. Pour cela, je vous invite à faire un petit exercice. Je vous prie de répéter après moi, la main sur le cœur. Je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je dirais la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Alors pour commencer, moi j'ai une question. Comment on devient la première institution publique certifiée ISO 9001 ? Merci, je vous remercie pour l'invitation et pour cette question, mais je voudrais, avant d'aller dans le vif du sujet, faire deux mises au point qui sont, à mes yeux, essentielles. Tout d'abord, je pense que la question des fonds n'est pas d'être certifié ISO 9001. La question de fonds, à mon sens, c'est que cela apporte comme valeur pour la communauté, et j'y reviendrai. Ensuite, je voudrais attirer l'attention sur ce que le professeur, notre aîné, le professeur John Moussoussa appelle les pièges du syndrome du développement du pauvre. Vous savez, de nombreuses fois, on nous a interrogés sur cette certification ISO 9001, mais la plupart du temps sur un ton de mépris, un ton de dénigrement. Comme si dans notre inconscient collectif, l'excellence avait quelque chose de dérangeant, quelque chose de méprisable. C'est précisément cela, le syndrome du développement du pauvre. C'est lorsque, en tant que peuple, consciemment ou non, nous nous mettons d'accord pour nous contenter d'un développement de qualité inférieure. C'est lorsque nous nous mettons collectivement d'accord d'avoir pour cible de sous-standards, alors que et il faut avoir le courage de les dire avec fermeté. Les standards de développement, les standards de gouvernance sont les mêmes, aussi bien pour un citoyen américain, un citoyen allemand, un citoyen japonais que pour un citoyen congolais. Aujourd'hui, dans le monde, c'est plus d'1 million d'entreprises qui sont certifiées ISO 9001. Plus de 90% de ces entreprises sont basées soit en Europe, soit en Asie-Pacifique, soit en Amérique. Et tenez-vous bien, la Chine, à elle seule, c'est 23% des entreprises certifiées, dont 700 dans le secteur public. Donc 700 entreprises et établissements publics. La question, c'est pourquoi pas la RDC ? Est-ce qu'un citoyen congolais n'a pas droit aux mêmes standards qu'un citoyen chinois ? À présent, pour revenir à ce que cela apporte comme valeur pour la communauté, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque, au terme de ces processus, c'est un processus de longue haleine, les processus de certification à la norme ISO 9001, lorsqu'au terme de ces processus, l'organisme de certification, au terme de nombreux audits qualité indépendants, atteste que votre système de management de la qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001, c'est très lourd de signification. Ça veut dire que l'organisme de certification a rassemblé des preuves irréfutables, des preuves irréfragables que votre institution a réussi à mettre en place
un système de gouvernance conforme aux standards internationaux en termes de sérieux, en termes de transparence, en termes de rigueur, mais également que l'institution a réussi à mettre en place un dispositif d'amélioration continue, un dispositif de mesurage de la satisfaction client, lequel dispositif garantit une meilleure qualité de produits ou services, laquelle qualité doit être conforme aux exigences des clients. Bon, Monsieur Tombola, sans vous interrompre, nous savons que vous publiez chaque année votre rapport d'activité. Vos états financiers ont été certifiés 3 années de suite, sans réserve par ailleurs, par un prestigieux cabinet international du Big Four, et que vous avez notamment lancé la première application mobile destinée à l'agent public dénommée Cotize App. Mais permettez que je revienne un peu à ma question. Comment on devient la première institution publique en RDC depuis l'indépendance, s'il vous plaît, à être certifiée ISO 9001 et seulement la 4e dans votre secteur en Afrique? Quelle est la recette finalement? Alors, je vous dirais, comme les philosophes, qu'il faut penser d'abord et agir ensuite. Il faut penser la société avant de penser et de guérir ses plaies. Nous, à la CNSAP, nous voulions être une caisse de retraite de référence en Afrique et dans le monde. Nous avions donc un cap, nous avions un horizon. Nous avons imaginé le chemin à parcourir et nous le parcourons courageusement avec l'énergie des pionniers, avec la discipline, la précision de l'œil et de la main de l'artisan inconnu. Vous savez, cet artisan inconnu, bâtisseur des cathédrales au Moyen-Âge, ces cathédrales qui tiennent jusqu'aujourd'hui, qui ont tenu 6, 7, 8 siècles. Dites-moi concrètement, quelle est la recette? Mais écoutez, je me suis engagé à dire la vérité au début de cette émission. Je vais vous dire toute la vérité, sans mâcher les mots, sans langue de bois. Nous avons payé les prix forts. Nous avons travaillé plus dur que la majorité de gens dans le secteur public. Et nous dormions mal, mes collègues et moi, chaque nuit. Jusqu'aujourd'hui encore, nous dormons mal chaque nuit. Parce que nous voulions fournir la preuve qu'on peut faire d'un établissement public congolais une référence, une success story. De même qu'on peut faire de la RDC une référence, une success story mondiale. Nous voulions également rendre un peu de fierté à l'agent public, rendre un peu de fierté au peuple congolais, un peu de dignité. Et vous savez, pour votre information, aujourd'hui, de nombreuses entreprises dans le secteur public en RDC nous contactent et veulent, elles aussi, s'engager dans la démarche qualité. C'est un sujet de satisfaction parce que les bonnes pratiques, il faut les diffuser. Satisfaction parce que chaque année, c'est plus de 2000 entreprises qui s'engagent dans la démarche qualité dans le monde et c'est une excellente chose que les entreprises congolaises soient comptées parmi ces 2000 entreprises. Mais sujet de satisfaction parce que j'ai une forte conviction, en tout cas je crois profondément que le développement de la RDC passera essentiellement par la professionnalisation du secteur public et par la culture des talents. D'ailleurs, pour répondre à votre question, Lin Kuan Yew nous donne la recette dans ses mémoires, Histoire de Singapour, du tiers-monde à la prospérité. Il dit les choses de façon péremptoire. Il faut doter les secteurs publics de compétences au minimum similaires aux compétences qu'on trouve dans les secteurs privés, au minimum des mêmes compétences que les multinationales. Évidemment, il faut préalablement rendre le secteur public attractif, mais voyez-vous, lorsque on dote les secteurs publics de ces compétences, on les professionnalise, il faut, comme j'aime le répéter, il faut que dans le secteur public, que nos informaticiens soient parmi les meilleurs du pays, que nos contrôleurs, nos auditeurs, nos financiers soient parmi les meilleurs. Pour parler de la CNSAP, lorsque nous commencions en fin 2016, nous sommes attachés les services du meilleur, de l'un des meilleurs, en tout cas, actuaires statisticiens en Afrique, pour accompagner la mise en place de notre système métier. Voyez-vous, lorsque autant de compétences sont mobilisées et énergisées, tout devient possible. Tout devient possible, en effet, et nous allons y revenir. Mais avant cela, vous avez repris la maxime bien connue « Penser d'abord et ensuite agir ». Pour vous, l'imaginaire est donc le point de départ. C'est
j'ai même envie de dire, c'est indiscutable. Je pense qu'il nous faut commencer par forger un imaginaire collectif. Il nous faut commencer par tisser une fibre, un lien invisible qui unit les gens et qui leur donne envie d'envisager l'avenir ensemble, qui leur donne envie d'avoir un projet collectif, qui leur donne envie de réussir ensemble. Et cela passe notamment par la restauration de la fierté du sentiment d'appartenance. La question que l'on pourrait se poser, c'est sommes-nous aujourd'hui fiers d'appartenir à ces pays? Sommes-nous aujourd'hui fiers d'appartenir à cet espace? Avons-nous un horizon commun? Avons-nous un cap? Avons-nous nos propres mythes de grandeur? Avons-nous une cosmogonie qui éclaire notre agir collectif et qui nous pousse à l'action? Sommes-nous capables aujourd'hui des vibrations au même diapason? Je pense que c'est cela le travail de l'élite. Il lui appartient de construire ses narratifs, il lui appartient de faire émerger l'âme nationale et de la vivifier, que ce soit l'élite politique, que ce soit l'élite économique, mais c'est également le travail de nos penseurs, le travail de nos philosophes, de nos historiens. C'est une lumière qu'il faut allumer et qu'il faut braquer sur le peuple pour élever son niveau de conscience. Donc oui, je dirais que tout passe d'abord par l'effectif, c'est-à-dire par l'imaginaire des savants, comme le disait si bien le prix Nobel d'économie Robert Lucas. D'abord, et c'est quelle que soit l'échelle, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise ou même à l'échelle d'un peuple, il faut d'abord une vision, et cette vision elle doit être mûrie, elle doit être largement partagée. Ensuite, il faut des valeurs. Ça veut dire notre façon d'être. On dit, par exemple, des Chinois et des Japonais qui sont maniaques du travail. On dit des Américains qui ont l'ADN de la réussite. Nous, que voulons-nous qu'on dise de nous? Que voulons-nous être? Et je l'ai toujours dit, il faut qu'on réussisse à bâtir des consensus qui traversent les générations. Et les premiers consensus, et les plus urgents à mes yeux, c'est celui de la nécessité de travailler sans repos. Mais écoutez, travailler sans repos, c'est un point de vue extrême, Monsieur Tombola. Oui, je crois qu'il faut qu'on soit absolument extrême sur la question. Il faut que les gens comprennent qu'il nous faut 2 à 3 générations qui se sacrifient, qui s'aiment avec douleur dans les larmes, pour que les générations futures moissonnent avec chant d'allégresse. Nous ne pouvons pas être, au stade actuel de développement de notre pays, nous ne pouvons pas être à la fois la génération qui s'est sacrifiée, la génération de jouisseurs, enclins à la paresse et au sommeil. Vous savez, l'Occident qu'on envie aujourd'hui a été construit par des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont travaillé dans l'hiver, qui ont travaillé parfois 20 heures par jour, pour qu'aujourd'hui, il y ait des générations qui réclament les 35 heures de travail. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit péremptoire sur cette question. Il nous faut nous sacrifier et travailler sans repos. Quand vous mentionnez la génération des travailleurs qui se sacrifient, cela me permet de revenir un peu sur ce que vous disiez au sujet des compétences tout à l'heure, la culture des compétences. Dites-nous en plus. Je pense qu'il est trivial d'affirmer qu'il nous faut des compétences dans le secteur public pour prétendre au progrès. Mais ce qui est important, je pense, de rappeler sur cette question, c'est qu'il y a un danger, il y a un péril qui nous guette et qui pourrait compromettre nos perspectives de progrès continuel. Ces périls, c'est la pénurie de la main-d'œuvre, la pénurie du capital humain bien formé. Aujourd'hui, nous le savons, la tâche de la reconstruction est immense, mais seulement avons-nous formé les intelligences nécessaires? Combien d'ingénieurs avons-nous aujourd'hui? Et sur le peu d'ingénieurs que nous avons, combien sont compétitifs? Combien peuvent se mesurer aux ingénieurs japonais, aux ingénieurs sud-coréens? Combien de nos économistes peuvent se mesurer à ceux du MIT? Donc il y a un véritable péril et il est urgent de travailler dans le sens de doter les pays d'un capital humain bien formé en quantité suffisante. Parlons du progrès. Moi, j'aimerais quand même savoir si vous êtes optimiste. Est-ce que vous pensez que la RDC
pourra se relever un jour? Je pense qu'il faut être optimiste. Mais en même temps, il faut dire qu'il faut que les grands et les beaux esprits s'élèvent. Je vous dirais comme la romancière Fatou Diom, oui, la nuit est longue, mais qui empêchera au soleil de s'élever? La marche vers le progrès est une marche, c'est un point de vue personnel, et on peut même le confirmer en regardant l'histoire du progrès des pays. La marche vers le progrès est une marche inexorable. C'est une marche inévitable. On y est conduit comme par les filets du destin. Si vous regardez l'histoire des États-Unis, les États-Unis ont mis plus d'un siècle pour se stabiliser. La Chine est millénaire. La RDC comme nation n'a que 60 ans, disons, on va dire moins de 100 ans. Donc oui, le développement arrivera inévitablement, mais le rôle de l'élite, ce sera soit d'accélérer ces processus, qui est inévitable, comme Lee Kuan Yew l'a fait en Singapour, qui s'est développé en moins de 30 ans, soit de le retarder comme nous le faisons, nous, en Afrique noire, depuis 60 ans. Ok, on va terminer sur cette note d'optimiste, mais j'ai une toute dernière question un peu indiscrète. On nous a confié que vous fouillez les caméras. Pour quelle raison qu'on a une telle expérience à partager? Oui, j'ai envie de citer Albert Camus pour répondre à cette question qui, je vais le paraphraser, c'était au moment de la remise de son prix Nobel de littérature. Il disait comment ne pas prendre avec une sorte de panique, comment ne pas... qu'est-ce qu'on a à dire lorsqu'on est riche que de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier. Oui, c'est avec panique que je réponds devant les caméras et c'est avec panique que j'ai répondu à vos questions. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur Tombola, nous espérons vous recevoir prochainement pour discuter de sujets encore plus intéressants. Quant à moi, je retiens de cette émission que la pensée précède l'action et qu'il est nécessaire de penser la société avant de penser et guérir ses plaies. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater du Parlement populaire, pour connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci et à bientôt.